Je me suis pointé au brunch des fêtes de ma famille avec mes enfants. Mon père a souri d'un air narquois, ta présence complique toujours les choses. Tu devrais partir. Ma sœur a ri. Mes enfants ont demandé, pourquoi grand-père ne veut-il pas de nous? J'ai juste répondu, rentrons à la maison. Et nous sommes repartis. 1 heure plus tard, ma mère a appelé, pourquoi la carte bancaire est-elle bloquée? On ne peut même pas payer l'addition du brunch. Je les ai ignorés jusqu'à ce qu'ils deviennent fous, et ils m'ont finalement suffisamment énervé pour que j'agisse. Pour de vrai. Et quand ce déclic s'est produit, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce n'était pas seulement le brunch. Ce n'était pas juste un commentaire. C'était des années empilées les unes sur les autres comme un langlissement de terrain. Et ce matin-là, il s'est finalement effondré. Avant, je pensais que je devais maintenir la paix parce que j'étais la personne brisée. La mère célibataire, celle dont le mari a échangé notre famille contre une nouvelle toute brillante de l'autre côté de la ville. Je pensais qu'être silencieuse signifiait être forte. Que si j'avalais l'amertume assez longtemps, il finirait par me respecter à nouveau. J'avais tort. Le brunch des fêtes était censé être quelque chose d'agréable, quelque chose pour les enfants. Je leur ai dit que nous allions voir grand-mère et grand-père, leur tante, tout le monde. Ils ont même aidé à choisir les cadeaux, de petites choses faites à la main, des dessins, un cadre à $1 avec une photo de nous tous datant d'il y a 2 ans. Ma fille voulait l'offrir à ma mère. Quand nous sommes entrés, toute la table s'est tue. Mon père n'a même pas essayé de cacher son sourire narquois. Ta présence complique toujours les choses. Tu devrais partir. Cathy a ri comme si c'était une blague noire et privée. Amanda a levé les yeux au ciel comme si elle était déjà agacée. Je n'étais pas encore parti en claquant la porte. Et mes enfants, ils ont juste figé, tenant encore leurs petits cadeaux comme s'ils avaient fait quelque chose de mal. Puis est venue la question, pourquoi grand-père ne veut-il pas de nous? Cela m'a anéanti plus que tout ce que mes parents avaient jamais dit. Et ils en avaient dit, des choses. Mais c'est à ce moment que j'ai réalisé qu'ils ne se souciaient pas de mes enfants. Pas vraiment. Ils ne l'ont jamais fait. Je ne leur ai pas dit un mot. J'ai regardé mes enfants et j'ai dit, rentrons à la maison. Pas de larmes, pas de supplications, pas de scène, juste du silence. Nous sommes remontés dans la voiture, et pendant qu'ils jouaient avec leurs jouets dans le salon, je me suis assise au comptoir de la cuisine et j'ai ouvert l'application bancaire. La carte familiale, celle que mes parents utilisaient comme une tirelire partagée, bien qu'ils ne demandent jamais d'où venait l'argent, était toujours active, toujours prélevée sur mon compte. Alors, je l'ai bloquée. Un seul clic. J'ai attendu. Environ 1 heure plus tard, le premier appel est arrivé. Ma mère, puis Cathy, puis Amanda ont envoyé un SMS à moitié paniqué dans le groupe familial. Pourquoi la carte ne fonctionne pas? On ne peut pas payer le brunch. Tu es à la maison? Tu peux vérifier? Puis en est arrivé un autre. Tu as touché à la banque? Y a-t-il eu une fraude? Non, juste moi. Personne n'a demandé si les enfants allaient bien. Personne n'a demandé pourquoi nous étions partis. Pas même ma mère, qui prétendait toujours les aimer tant. La seule chose qui semblait importer, c'était l'addition. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais tenu toute une maison de cartes. Et maintenant, j'étais prête à tout faire tomber. Le lendemain matin du brunch, je me suis réveillée en me sentant plus légère. Pas heureuse, pas encore, mais lucide. Pour la première fois depuis des années, je ne faisais pas semblant. Je n'étais pas la gardienne de la paix, celle qui s'excusait, le porte-monnaie invisible qu'ils utilisaient chaque fois que quelqu'un d'autre dans la famille faisait des bêtises. J'en avais juste assez. J'ai fait des crêpes pour les enfants. Ils étaient calmes, toujours incertains d'avoir fait quelque chose de mal. Je leur ai dit que nous aurions notre propre brunch le week-end prochain. Juste nous 3. Peut-être qu'on irait au zoo après. Ma fille a acquiescé. Mon fils n'a rien dit, il m'a juste serré dans ses bras sans rien demander. Puis le téléphone a sonné. Cathy, sans excuse, sans explication, sans mention de ce qui s'était passé au brunch. Hey, alors le loyer est dû aujourd'hui, et maman a dit que tu pourrais peut-être l'envoyer puisque leur carte est bloquée pour une raison quelconque. C'était tout. Comme si elle commandait à emporter. Je n'ai même pas argumenté. J'ai juste mis fin à l'appel. Plus rien à dire. Cathy vit dans cet appartement du centre-ville depuis 2 ans.
C'est trop cher, et elle a été en retard sur le loyer plus de fois que je ne peux en compter. Chaque fois, elle courait vers maman, qui m'envoyait ensuite discrètement un SMS pour me demander un peu d'aide. J'ai dit oui à chaque fois. Je l'ai justifié. Je me suis dit que Cathy était plus jeune, qu'elle se débrouillait, et que j'étais juste là pour la soutenir. Mais ce que j'étais vraiment, c'était stupide. Je donnais parce que je pensais que si je continuais à donner, ils finiraient par me respecter. Peut-être même aimer mes enfants comme ils le méritaient. Que si je comblais chaque lacune, ils me verraient comme quelque chose de plus que l'embarras de la famille. La mère célibataire, celle qui s'est fait larguer. Ce fantasme est mort hier. 2 heures plus tard, ma mère a appelé. Cette fois, sa voix était douce, inquiète. Le ton qu'elle utilisait quand elle était sur le point de me manipuler. Elle a demandé si tout allait bien, si j'avais bloqué la carte accidentellement. Elle a dit que Cathy était dans une situation difficile et que ce serait formidable si je pouvais couvrir son loyer juste cette fois. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas mentionné ce que papa m'avait dit ou le fait que les enfants l'avaient entendu. Elle a fait une pause, puis a changé de sujet. Il s'en fichait. Pas vraiment. Je lui ai dit que je n'en verrais rien. Elle a commencé à dire quelque chose d'autre, mais j'ai raccroché. Je suis restée assise là après l'appel, ne pleurant pas, n'étant plus en colère, juste stupéfaite de voir à quel point notre relation était devenue transactionnelle. Et puis Amanda m'a envoyé un SMS. Elle a dit qu'elle ne prenait pas parti, mais que le fait de bloquer la carte avait rendu tout le brunch gênant. Et j'aurais pu juste leur parler au lieu de faire une scène. Elle a réellement utilisé ces mots, comme j'ai fait un caprice au lieu de sortir tranquillement avec 2 enfants confus et humiliés. Celle qui a emprunté $1800 au printemps dernier pour des réparations urgentes sur sa voiture et qui a juré qu'elle les rembourserait après sa promotion. Celle qui est partie en vacances un mois plus tard et n'a plus jamais mentionné l'argent. J'ai laissé tomber, je me suis dit qu'elle avait un nouveau travail, beaucoup de choses à faire, qu'elle paierait quand elle le pourrait. Maintenant, je voyais ce silence différemment. Ils supposaient tous que j'allais juste avaler le manque de respect encore et encore parce que je l'avais toujours fait. Mais maintenant, je voulais cet argent en retour. Je n'allais pas demander gentiment. J'allais le prendre. Et je savais exactement comment. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de tracer la ligne, celle qu'ils n'avaient jamais vue auparavant parce que je n'avais jamais eu le courage de la tracer. Pas avant maintenant. Amanda ne m'avait pas adressé la parole depuis le brunch. Pas d'appel, pas de SMS concernant les enfants. Rien. Puis, 2 jours plus tard, sortie de nulle part, elle m'envoie une photo de ses nouvelles chaussures. J'ai pensé à toi, a-t-elle écrit. J'ai regardé l'écran pendant une longue seconde. Des chaussures de créateur. Le genre qu'elle disait être trop bourgeoise, à moins qu'on ne lui offre. Elle s'était certainement fait plaisir cette fois-ci. J'ai fait défiler notre conversation jusqu'à ce que j'atteigne ce message d'il y a des mois. Celui où elle promettait de me rembourser les $1800 qu'elle avait empruntés. Elle avait appelé en pleurant ce jour-là. Elle a dit que sa voiture ne démarrait pas et que le mécanicien avait dit que tout le système électrique devait être remplacé. Elle ne voulait pas le dire à maman ou papa parce qu'ils étaient déjà stressés par les problèmes d'argent de Cathy. Elle a promis qu'elle me rembourserait après sa promotion. Elle m'a même envoyé un emoji cœur. C'était en avril. J'ai laissé tomber pendant des mois. Je n'en ai jamais parlé parce que nous étions une famille et que je ne voulais pas être cette personne. Mais j'en avais déjà fini d'être cette personne. Alors j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai envoyé une demande formelle de $1800. Pas de message, pas d'explication, juste le montant et la date d'échéance, aujourd'hui. 5 minutes plus tard, elle m'a envoyé un message. Tu plaisantes là? Pas désolé, j'ai oublié. Pas on peut en parler? Juste indigné que j'ai enfin tracé une ligne. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. J'avais déjà fait d'autres plans. J'ai appelé l'agence de voyage avec laquelle je travaillais il y a des années et j'ai demandé s'il y avait des offres de dernière minute pour un complexe hôtelier en bord de mer. Rien d'énorme, juste un endroit chaud avec une piscine et de l'espace pour que les enfants respirent. Elle en a trouvé un, une suite cabine confortable dans un endroit familial avec un centre d'activité pour enfants, des excursions pour voir les dauphins, tout le tralala. Cela m'a coûté $1682, et j'ai payé avec l'argent d'Amanda dès qu'elle l'a finalement envoyé. Pas de remerciements, bien sûr. Pas d'excuses, juste un virement froid comme si elle réglait une dette commerciale.
Peut-être que c'était le cas parce que j'en avais fini de prétendre que nous étions plus que ça. Ce soir-là, en préparant les valises de mes enfants, j'ai réalisé quelque chose. Je ne m'étais pas senti aussi excité depuis des années. C'était nos premières vraies vacances. Pas de culpabilité, pas de SMS familiaux embarrassants, pas de silence tendu. Juste moi et les 2 personnes qui ne m'ont jamais fait sentir que je n'étais pas à la hauteur. Je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien dit à personne. Je voulais qu'ils le découvrent de la même manière que j'avais dû le découvrir, lentement, douloureusement, sans avertissement. Qu'ils restent là à se demander pourquoi je ne répondais pas à leur SMS passif-agressif. Qu'ils devinent où nous étions pendant qu'ils se démènent pour savoir qui allait payer le loyer de Cathy le mois prochain ou pourquoi maman ne pouvait pas commander les courses avec la carte familiale. Je n'étais plus leur béquille. Je n'étais plus leur donateur secret. J'étais parti. Et chaque fois que je fermais une valise, je me rappelais, ce n'est pas une vengeance. C'est une réparation. Voici la 4e partie de l'histoire de Meghan avec une nouvelle couche de tension et un rebondissement inattendu. 4e partie, les photos qu'il n'était pas censé voir. Le matin du voyage, je me suis réveillé avant les enfants et je me suis juste assise au bord du lit à fixer la valise. Je n'arrivais toujours pas à croire que je l'avais fait. Réserver des vacances, couper la laisse financière, reprendre ma part. C'était surréaliste, comme si j'empruntais la vie de quelqu'un d'autre pendant quelques jours. J'ai laissé mon téléphone en mode silencieux, rangé dans mon sac. N'importe quel drame qu'il mijotait à la maison pouvait attendre. Nous avons atterri juste après midi. Air chaud, palmier, le bruit des vagues au lieu de la tension. Les enfants ont couru directement à la plage comme s'ils attendaient ça depuis toujours. J'ai pris une photo d'eux debout dans les vagues et j'ai souri. J'ai vraiment souri pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. Plus tard ce soir-là, après que les enfants se soient endormis, j'ai cédé et j'ai vérifié mon téléphone. Une douzaine d'appels manqués, principalement de maman et d'Amanda. Un message vocal de Cathy pleurant à propos d'un avis d'expulsion. Je ne l'ai pas écouté. J'ai ouvert Instagram à la place. J'avais posté une photo, une seule, un coucher de soleil. Pas de visage, pas de tag, juste un flex discret que j'étais quelque part de mieux, mais c'était suffisant. Amanda avait commenté en dessous. Waouh, ça doit être bien d'utiliser l'argent de la famille pour des vacances personnelles. C'était inattendu. Premièrement, elle avait le culot de le poster publiquement. Deuxièmement, elle croyait toujours que l'argent que j'avais utilisé était le sien, comme si j'avais volé en quelque sorte dans le pot familial. Je n'avais même pas répondu quand elle m'avait envoyé l'argent. Elle savait que c'était pour la dette qu'elle me devait. Et maintenant, elle le tordait comme si c'était moi qui profitais de la situation. Je n'ai pas répondu, mais je n'avais pas besoin de le faire. Le lendemain matin, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu. Mon grand-père a appelé. Il n'appelle jamais. Il se pointe généralement pendant les fêtes, s'assoit tranquillement dans un coin et regarde le chaos se dérouler. Il est le seul qui m'ait jamais parlé gentiment sans contrepartie. Quand j'ai répondu, il a juste dit, j'ai vu la photo. Je suis content que tu sois finalement parti. Je ne savais pas quoi dire. Il m'a dit qu'il venait en ville la semaine prochaine et qu'il voulait emmener les enfants. Pas de grand dîner de famille, juste lui, moi et eux. Il a dit qu'il avait quelque chose dont il voulait discuter en personne. Puis il a ajouté, ta mère ne va pas aimer ça, mais ça ne m'a jamais arrêté avant. C'était tout. Il a raccroché. Je suis resté assise là à regarder le téléphone, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Mon grand-père ne faisait pas de drame. Il ne prenait pas parti, mais quelque chose avait changé. Et s'il prenait position, cela signifiait que plus de choses allaient arriver. J'ai regardé la plage et j'ai pensé, peut-être que ce voyage était plus qu'une simple pause. Peut-être que c'était le début de la vraie retombée. Et pour une fois, je n'en avais pas peur. Nous sommes rentrés du voyage tard dimanche soir, bronzés, sablonneux et rayonnants. Les enfants se sont endormis sur la banquette arrière avant même que nous arrivions dans notre rue. Je ne les ai pas réveillés, je les ai juste portés à l'intérieur, les ai bordés, puis je suis resté un instant dans le couloir, à écouter leur respiration tranquille. C'était la première fois que je ne rentrais pas à la maison en redoutant ce qui m'attendait. J'ai allumé mon téléphone et il s'est illuminé comme un feu d'artifice mourant. 23 messages, 8 appels manqués, 2 messages vocaux. Ma mère avait laissé un long message traînant qui commençait doucement et se terminait amèrement.
Amanda avait envoyé une série de SMS alternant entre prétendre que rien ne s'était passé et m'accusant de ruiner la dynamique de la famille. Cathy était passée de « s'il te plaît, appelle-moi » à « je n'ai pas besoin de ton aide de toute façon en moins d'1 heure ». Aucun d'eux n'a demandé comment allaient les enfants. Aucun d'eux n'a demandé si nous avions passé un bon moment. Tout ce qui les intéressait, c'était le changement, le vide soudain et silencieux où mon soutien se trouvait auparavant. J'ai ignoré chaque message. Je n'ai même pas ouvert les messages vocaux. Le lendemain matin, la sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra et j'ai cligné des yeux. C'était mon grand-père. Il n'avait pas appelé. Il ne l'a jamais fait. Il s'est juste pointé comme il l'avait toujours fait quand il savait que quelque chose n'allait pas, mais qu'il ne voulait pas en faire une scène. Il est entré, a acquiescé une fois et s'est assis à la table sans dire grand-chose. J'ai préparé du café pour nous. Les enfants dormaient encore, et pour une fois, la maison avait l'air d'un endroit où ils pouvaient respirer aussi. J'ai entendu parler du brunch, a-t-il dit. C'est tout ce qu'il a dit à ce sujet. Pas de sermon, pas de conseil, juste une reconnaissance. Puis il m'a remis un épais dossier manille. J'ai fait quelques changements. Ne leur dites rien, l'avocat s'en chargera. À l'intérieur, il y avait des pages que je ne pouvais même pas traiter au début. Une fiducie, qui était autrefois divisée également entre ma mère, Amanda et Cathy, était maintenant à mon seul nom. 300 000 $. Il a dit qu'il avait regardé pendant des années, la façon dont il me parlait, la façon dont il traitait mes enfants, la façon dont il s'attendait toujours à ce que je fasse le boulot, mais qu'il n'avait jamais dit merci une seule fois. Je pensais qu'il finirait par s'en sortir, a-t-il dit, mais maintenant je sais qu'ils ne le feront pas. Il s'est levé pour partir, et juste avant d'ouvrir la porte, il s'est tourné vers moi. Tu n'es pas la plus faible. Tu es juste la seule qu'il ne pouvait pas contrôler. 3 jours plus tard, ils l'ont découvert. Amanda a été la première à essayer une approche douce. Elle a envoyé un message demandant si je voulais aller déjeuner. Juste nous deux, pas de drame. Je n'ai pas répondu. Cathy a laissé un mémo vocal, reniflant, parlant du stress qu'elle avait subi ces derniers temps et du fait qu'elle regrettait de ne plus avoir sa grande sœur à qui parler. Je l'ai bloqué. Ma mère a envoyé une photo de mes enfants quand ils étaient petits, puis a écrit « Oublions le passé. J'aimerais les emmener manger une glace. » Je n'ai pas répondu parce qu'il ne s'agissait pas de réconciliation. Il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait de la proximité avec l'argent. Ils n'étaient pas désolés de ce qu'ils avaient fait. Ils étaient désolés de ce qu'ils pourraient perdre. Et au moment où ils ont réalisé que la porte était fermée, ils étaient déjà dehors. Ce n'était pas une vengeance. Je ne me suis pas vanté. Je n'ai rien annoncé. J'ai juste continué à vivre. Et c'était la partie à laquelle ils ne s'attendaient pas. Parce que quand quelqu'un cesse d'essayer d'être accepté, il ne vous reste plus rien à lui prendre. Suivant. Et ajoutez un peu d'intrigue. Chachipit. Voici la 6e partie. La dernière partie de l'histoire de Meghan avec une couche d'intrigue pour clore l'arche. 6e partie. Ils pensaient qu'ils allaient m'attendre. La semaine suivante, le silence de ma part a dû commencer à les menacer. C'est alors que les rumeurs ont commencé. Amanda a dit à quelqu'un, peut-être à la sœur de son petit ami, peut-être à quelqu'un à son travail que j'avais manipulé notre grand-père, que je devais l'avoir convaincu de tout changer alors qu'il était dans un état fragile. Elle a même laissé entendre que j'aurais pu falsifier quelque chose. J'ai découvert ça grâce à un ami d'un ami. Il ne savait pas qu'Amanda parlait de moi jusqu'à ce qu'il fasse le lien. Quand ils me l'ont dit, j'ai juste ri. Amanda avait toujours été une mauvaise menteuse et encore plus mauvaise pour cacher sa peur quand elle sentait le pouvoir lui échapper. Cathy a suivi un jour plus tard avec un long message sur le fait que la famille est éternelle et que garder rancune ne guérit pas les blessures. Elle a dit qu'elle était prête à parler si j'étais prête à revenir à la table. Revenir à la table comme si je m'étais levé et que j'étais parti en claquant la porte sans raison, comme si c'était moi qui avais brisé quelque chose. Puis est venue la lettre, une vraie lettre de ma mère, pliée soigneusement, postée à mon domicile, écrite d'une écriture soignée, comme si elle demandait pardon sur papier. Elle a écrit qu'elle était déçue de la tournure des événements, qu'elle espérait que je savais que rien de tout cela n'était personnel, et qu'elle aimerait avoir une réunion privée avec moi pour discuter de l'avenir de la famille. Je n'ai pas répondu, pas parce que j'étais en colère, mais parce qu'il n'y avait rien à discuter. Cette semaine-là, j'ai rencontré l'avocat que mon grand-père avait recommandé.
Nous avons finalisé les documents de la fiducie, ajusté certaines choses, et il m'a dit discrètement que mon grand-père m'avait également désigné comme seule procuration médicale pour toute décision future en matière de soins. Je me suis senti lourde, pas comme une victoire, plutôt comme si quelqu'un me remettait enfin les clés d'une maison que personne d'autre ne savait comment entretenir. Avant de partir, l'avocat m'a demandé si je voulais laisser une déclaration à la famille pour le jour où le reste de la succession serait lu. J'y ai réfléchi, et j'ai écrit quelque chose de simple, je n'ai pas quitté la famille. J'ai juste cessé de me tenir là où je n'étais pas la bienvenue. Une semaine plus tard, mon grand-père nous a invités, les enfants et moi, à dîner. Il n'y avait personne d'autre, juste nous. Après le dessert, il a remis à chacun d'eux une petite boîte. À l'intérieur se trouvaient des pièces d'or qu'il avait collectionnées au fil des ans, de vraies pièces. Il a dit que c'était sa façon de dire, commencez vos propres histoires. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début du moment où j'ai enfin pu écrire selon mes propres termes. Ils vont continuer à parler, à inventer de nouvelles perspectives, à attendre que je revienne en rampant. Mais je ne suis jamais parti brisé. Je suis parti éveillé. La première mise à jour, cela fait 3 semaines que je les ai quittés. Vraiment quittés, pas seulement physiquement, mais aussi ce besoin désespéré et lancinant d'être accepté par des gens qui n'avaient jamais l'intention d'offrir quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à de l'amour. J'ai rejoué chaque partie dans ma tête. Pas par regret, mais parce que parfois, ça ne semble toujours pas réel. La rapidité avec laquelle ils se sont retournés, le calme qui règne maintenant dans la maison, le calme que je suis devenu. Je n'avais pas l'intention d'écrire autre chose. Mais j'ai lu les messages d'inconnus, de personnes qui ont dit que je les avais aidés à se sentir moins seuls. Certains ont même dit qu'ils avaient trouvé le courage d'affronter leur propre famille, et c'est ce qui m'a fait m'asseoir pour faire ça parce que je vous dois à tous un remerciement et peut-être un dernier chapitre. Il s'est passé beaucoup de choses au cours de ces 3 semaines. L'avocat a tout finalisé, la fiducie, les modifications apportées à la succession. C'est fait. Ils ont tous été officiellement notifiés, Amanda, Cathy, ma mère. Je n'avais pas besoin d'être là pour quoi que ce soit. Je ne le voulais pas. Amanda m'a envoyé un long courriel le lendemain. Le ton était professionnel, comme une négociation juridique. Elle a dit qu'elle était déçue de la façon dont les choses avaient été gérées et a demandé si je serais ouverte à une conversation en dehors des avocats. Je n'ai pas répondu. Elle a enchaîné avec un message disant qu'elle voulait juste des éclaircissements sur ce que grand-père lui avait promis, comme si tout cela lui avait un jour appartenu de droit. Cathy n'a pas pris contact, mais je sais par quelqu'un qui lui parle encore qu'elle a emménagé avec une amie après avoir manqué son loyer. Je suppose qu'elle pensait que maman allait encore le couvrir. Et pour une fois, maman ne pouvait pas. En parlant de ma mère, elle est venue chez moi, s'est garée dehors pendant plus d'1 heure, et restée assise là à regarder le porche, espérant probablement que je sortirais et que je jouerais à la faiseuse de paix une fois de plus. Elle n'a pas frappé. Je ne suis pas sorti. J'ai regardé derrière le rideau jusqu'à ce qu'elle parte. Elle a envoyé une lettre le lendemain, une vraie lettre postée à ma porte. Elle a dit qu'elle était triste, que j'étais influencé et que je laissais les vieilles blessures s'envenimer. Elle a écrit que la famille est plus grande que la douleur et m'a demandé de venir pour que nous puissions tout remettre à zéro. Il n'y avait pas d'excuse, ni pour ce que mon père a dit devant mes enfants, ni pour avoir ri avec Cathy, ni pour avoir laissé Amanda prétendre que sa dette envers moi n'avait jamais existé, juste des formulations plus prudentes conçues pour se protéger. J'ai déchiqueté la lettre sans la relire. Mon grand-père a tenu sa promesse. Nous avons dîné ensemble 2 fois par semaine. Il apprend à mon fils à sculpter de petits puzzles en bois, et ma fille l'appelle son grand-père du voyage à la plage. Il ne parle pas du reste de la famille, et je ne leur pose pas de questions à leur sujet. C'est tacite, mais nous savons tous les deux ce qui a été perdu et ce qui a finalement été protégé. Quant à moi, j'ai vécu la vraie vie, pas la survie. J'ai inscrit les enfants à des cours de natation. J'ai peint notre salon d'un vert doux qui donne l'impression de recommencer à zéro. J'ai même fait des projets pour un autre voyage au printemps prochain, quelque part avec des montagnes cette fois-ci. J'ai encore des moments calmes tard dans la nuit, où je me demande si je devrais me sentir plus coupable. Quand je me souviens que pendant la plus grande partie de ma vie d'adulte, je pensais que maintenir la paix signifiait me laisser me faire déchirer un peu plus chaque année. Mais ensuite, je pense à la façon dont ma fille m'a regardé sur la plage, en tenant ma main, et en souriant comme si le monde était à nouveau grand ouvert. Et je sais que j'ai fait le bon choix. Alors, est-ce la fin de l'histoire ?
Peut-être. Je ne sais pas s'il y aura d'autres mises à jour. Il se passe quelque chose, peut-être que je reviendrai ici. Peut-être pas. Mais pour l'instant, c'est la dernière page. À tous ceux qui ont suivi ça, qui ont pris le temps de s'en soucier, de tendre la main, de partager, merci. Vous m'avez rappelé que s'éloigner n'est pas abandonner. C'est enfin se choisir soi-même.